Bienvenue donc à cette rencontre Liège Créative in Plugger. Donc vous êtes ici au cœur du Hub Créatif de Liège, qui abrite différents acteurs qui, ensemble, contribuent à stimuler une économie créative, qui accompagne cette transition d'une industrie classique, une industrie qui évolue vers une économie plus créative. Donc c'était un lieu tout choisi pour le thème de cette conférence. C'est un cadre que je présente chaque fois, mais aujourd'hui c'est le sujet de notre conférence aussi, c'est comment est-ce que l'industrie peut se servir de la créativité comme levier d'innovation. Et nous avons choisi de faire appel à deux entreprises majeures à Liège, que sont Safran, anciennement Techspace Aero, et Préyon, par ailleurs partenaire de Liège Créative. Donc c'est aussi l'occasion de mettre à l'honneur des partenaires qui soutiennent le forum depuis son lancement. Je les en remercie d'ailleurs. Ils vont nous expliquer tour à tour quelles démarches ils ont mis en œuvre et ce que ça a permis d'implémenter au sein de leur entreprise en matière d'innovation. Et avant d'écouter leur témoignage, je vous présenterai nos deux oratrices qui sont là au premier rang quand elles prendront la parole. Mais avant cela, nous allons écouter Ingrid Chaland, qui, elle, représente ID Campus, qui est un des acteurs que j'évoquais en parlant de ce lieu. Les bureaux d'ID Campus sont là. Elle va présenter ID Campus, donc je ne vais pas le faire à sa place, mais je vais vous présenter Ingrid, qui, elle, va parler de la créativité et de l'idéation de façon plus généraliste, peut-être plus méthodologique, et les cas et les mises en œuvre seront expliqués par nos deux témoins suivants. Donc Ingrid est psychologue de formation, elle est vraiment spécialisée dans l'accompagnement des groupes, la dynamique des groupes. Elle a travaillé à l'Université de Liège sur l'étude et l'accompagnement de projets innovants et multidisciplinaires. C'est quelque chose qui, je pense, fait le lien dans toute sa carrière. Elle est passée aussi par un pôle de compétitivité Logistics in Wallonia, où elle a aussi accompagné, facilité la mise en œuvre de projets. Je pense que c'est vraiment des caractéristiques de ton rôle au sein d'ID Campus. C'est d'être facilitateur grâce à des méthodologies créatives. Et donc ici, chez ID Campus, je travaille depuis 3 ans, 2 ans. Et elle a travaillé avec nos deux oratrices qui témoigneront après. Voilà. Ok, donc bienvenue à tous, bienvenue à toutes chez nous, chez ID Campus. Peut-être juste quelques mots, mais en très très court, pour ID Campus. Nous, on est une ASBL qui travaille dans le domaine de l'innovation et de la créativité par la richesse du groupe et du collectif. Et donc, on va à la fois jouer un rôle, je veux dire, pour inspirer, notamment avec le Hub Créatif, qui est un de nos projets, par de la formation, soit dans les hautes écoles, les universités, mais aussi pour les professionnels qui viennent en cours de carrière se former, acquérir des nouveaux outils. Et puis, ce que nous, on appelle la co-création, qui va être du service pour les organisations qui souhaitent un coup de pouce en interne. Voici en gros ce qu'on fait. Notre why, oser autrement dès maintenant. Voilà, j'avais juste envie de... L'objectif, en tout cas, de mon intervention avant Isabelle et Adeline, c'est que de créer un certain langage commun entre vous et nous, puisqu'on a eu la chance de travailler avec Isabelle et Adeline, donc on partage pas mal notre langage, et j'avais envie de revenir avec vous sur l'importance de l'innovation, de la créativité dans les organisations, et quelques éléments sur comment est-ce qu'on voit l'idéation, quelle est sa place au sein d'un processus d'innovation chez ID Campus. Donc, ces deux exemples qui mettent en exergue le fait que les chiffres d'aujourd'hui par rapport aux innovations sont parfois un peu effrayants, puisqu'on parle d'échecs et de beaucoup d'organisations qui échouent dans le domaine de l'innovation. Donc, on a 4 startups sur 5 qui perdent de l'argent, on va avoir à peu près 80% d'applications mobiles qui ne génèrent pas de revenus, on va avoir des 80 à 90% d'innovations qui vont échouer. Et donc, face à tout ça, qu'est-ce qu'on fait et notamment des gros acteurs comme Lego qui, avec ce projet Universe, qui était un jeu multijoueur sur Internet, c'est un projet qui dure même pas 2 ans, avec énormément d'investissement, énormément de R&D, mais qui est un échec. Ceci pour mettre en exergue que même les plus grands et les plus grands noms dans le domaine de l'innovation peuvent échouer, et ce n'est pas toujours une question d'exécution de l'innovation qui va
amener l'échec. Il y a même, si vous ne le savez pas encore, le musée des innovations ratées qui va ouvrir le 7 juin 2017 en Suède. Et donc c'est pour dire que il y a énormément, mais il y a énormément à en apprendre. Qu'est-ce qu'on peut faire sur base de tout ça pour en tirer des bonnes pratiques et au sein de ses propres organisations ne pas faire les mêmes erreurs ou en tout cas apprendre et pouvoir anticiper. On pense souvent, quand on parle d'innovation, aux startups, aux nouvelles organisations, aux nouveaux produits. Et on oublie que parfois, certains qui ont aussi pignon sur rue, on prend l'exemple de Kodak, lancé en 1881, et qui va déposer le bilan en 2012, alors qu'ils avaient quasiment le monopole sur tout ce qui était industrie du cinéma et photographie populaire. Qu'est-ce qui va faire que dans l'histoire de Kodak, qu'à un moment donné, on va louper un tournant et que son concurrent Fujifilm, lui, va arriver à réussir d'une certaine manière le tournant du numérique. Qu'est-ce qui peut être une des explications de cet échec chez Kodak? C'est notamment peut-être le manque de prise en compte de l'évolution quant aux usages, et notamment l'usage du numérique. Un autre exemple que nous connaissons tous, c'est Uber. On va parler d'ubérisation en quelques mots juste après, et où on voit qu'on peut soit, s'insurger d'une certaine manière quand on voit des innovations concurrentes, mais comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place quelque chose qui nous permette de survivre, de développer et puis de remporter le marché? Je suis toujours dans la contextualisation, puisque ce concept d'ubérisation qui est quand même de plus en plus partagé, on va le retrouver dans tous les domaines. On va le retrouver dans le domaine du voyage, avec un Airbnb qui aujourd'hui est aussi quelque chose qui fonctionne très très bien. On va aller dans le domaine du financement, avec le crowdfunding, avec des KissKissBankBank, avec bien d'autres nouvelles solutions. Et donc on va se rendre compte que l'ubérisation, elle va toucher tout le monde, tous les domaines, tous les types d'organisations. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour soi innover, créer et développer son projet? Alors, nous, de nos expériences, donc on a une équipe une petite, on est 5, bientôt 6. On est tous avec des formations assez différentes et on s'est dit, tiens, on a l'impression que face à ces nouvelles tendances, à ce besoin d'innover, à tous ces nouveaux outils, à ce que nous apprend la créativité, de nos différentes expériences et de nos différentes formations, on a décidé de recréer un processus qui, pour nous, était applicable dans les organisations, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes, et qui, pour nous, reprenait, la force des différents courants, notamment du design thinking, du creative problem solving, mais aussi, surtout, de la force du collectif, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas innover seul dans son coin. On a d'abord besoin d'aller voir ses usagers, ses clients, qu'ils soient internes, qu'ils soient externes. Donc on doit pouvoir utiliser la force du collectif pour aller à leur rencontre, les entendre, les comprendre, les observer. Et puis, rares sont les innovations qui peuvent être faites seules dans son coin, puisqu'on va de plus en plus vers des innovations qui nécessitent de la complémentarité, et ce à différents niveaux. Et donc, comment est-ce qu'on peut fonctionner ensemble pour innover et pour créer? Ce processus, donc, il est en 6 étapes. Je vais vous les présenter et vous allez donc voir de quelle manière nous, on positionne l'idéation par rapport à un processus d'innovation. Avec une première étape inspirée pour ensuite clarifier, idéer, développer, motiver et actionner. La première étape, ça va être l'inspiration. Et là, dans cette étape d'inspiration, ça va avoir comme objectif, c'est d'aller observer ses usagers, ses clients, internes, externes, tenter de comprendre le contexte. Ça va être aussi d'aller mener des entretiens empathiques pour mieux comprendre leurs douleurs, leurs difficultés, leurs besoins, pouvoir en faire quelque chose. Et puis c'est aussi s'inspirer des univers qui sont très différenciés, puisque très souvent, en mettant un pas de côté, on peut, dans un univers très différent du sien et de son contexte habituel, trouver des bonnes pratiques qui sont transposables et qui pourraient faire sens dans son propre contexte. La deuxième étape, ça va être clarifier.
Ok, vous avez rempli votre réservoir d'inspiration, vous avez été interviewé, vous avez été observé, vous avez été voir ce qui se faisait chez d'autres. Comment, face à toutes ces informations-là, je gère, j'analyse, je trie pour recueillir le principal problème, le principal besoin auquel répondre. Très souvent, nous, on utilise cette grille de lecture, donc ceux qui sont passés par chez nous, j'en vois quelques-uns sourire. Mais comment est-ce qu'on différencie la douleur du type morsure de requin de celle qui est plutôt du type piqûre de moustique? Certes, la piqûre de moustique, elle est gênante, dérangeante. Parfois, on peut en mourir, me direz-vous, si le moustique est allé se promener dans le mauvais endroit avant. Mais on va prendre le moustique classique. Il est important de différencier les besoins qu'on va rencontrer chez ces usagers de l'ordre de la morsure de requin avec un impact et des conséquences radicales, rapides, ou une piqûre de moustique. Et donc ça, c'est l'étape de clarifier. C'est vraiment identifier le principal frein, le principal problème, pour pouvoir générer une idée qui réponde à ce principal problème. Et c'est là que l'idéation arrive. Mais on imagine très souvent qu'on démarre par l'idéation, et nous, on invite d'abord à aller s'inspirer, et puis à clarifier pour ensuite idéer. Et certes, l'idéation, elle est fondamentale, et on va avoir besoin de générer des grandes quantités d'idées pour ensuite sélectionner, mais une fois qu'on a déjà une connaissance de son terrain, de son contexte, de ses usagers, de ses clients. Donc la divergence et la convergence, qui est ce qu'on connaît, je veux dire, le plus généralement de la créativité, c'est cette étape-ci. Ensuite, vous êtes inspiré, vous avez clarifié, vous avez idée, vous avez donc différentes pistes de solutions, l'une ou l'autre qui sont un peu plus fortes. Comment est-ce que vous allez pouvoir concrétiser cette idée, ce concept, les tester, les éprouver en grandeur nature, avec les usagers sous la forme de prototypes? L'idée à cette étape-là, ça va être de vérifier, ou en tout cas d'aller de nouveau à la rencontre de vos usagers, pour vérifier qu'ils utiliseraient votre solution. Pour nous, le prototypage, il est important à différents niveaux, mais essentiellement à ce niveau-là. C'est que plus vous allez investir de temps dans un projet, et plus il sera difficile de pivoter, d'entendre les retours, les feedbacks des usagers, des clients, parce que vous serez attaché à votre idée, à votre solution, et il sera vraiment difficile d'en changer. Donc c'est comment est-ce qu'on peut développer des prototypes très très tôt dans le projet pour aller tester, recueillir du feedback et pouvoir faire évoluer sa solution de manière à ce qu'elle colle aux besoins et aux attentes. Une fois que vous avez du coup cette solution qui a été éprouvée auprès des usagers, des utilisateurs, il sera temps de motiver, de susciter l'intérêt des équipes pour vous rejoindre, puisque vous avez besoin de compétences complémentaires probablement pour le faire, mais aussi d'activer les leviers d'action en interne quand on est notamment dans des grosses organisations. Là, les exemples qui vont nous être présentés par Adeline et Isabelle, c'est le cas. Mais comment est-ce que je peux convaincre au sein de mon organisation que ce projet vaut la peine d'être mis en place? Et donc, on va arriver dans cette étape de motivation et de lever toutes les barrières de manière à pouvoir donner vie à ce projet. On va utiliser des outils comme le storytelling, comme le pitch et bien d'autres à cette étape. Enfin, il sera temps d'actionner. Très souvent, quand on pense créativité dans le sens commun, on oublie qu'à un moment donné, il est temps de les mettre en place, qu'il est temps de les mettre en vie, que ces projets, ils doivent être vivants et réels. Et donc, ça va être cette étape d'actionner. Je veux juste encore partager avec vous un exemple très concret qui s'est inspiré du design thinking et donc de cette approche d'utiliser, d'aller voir ses utilisateurs et ses usagers pour mieux comprendre les besoins et pour innover. On a ici deux entreprises, Lilly qui travaille dans le domaine du diabète et qui investit d'année en année vers une insuline de plus en plus pure et de plus en plus humaine. Et on a Novo Nordisk qui va avoir une démarche tout à fait différente, qui est très proche de l'approche empathique dont je vous parlais juste avant, et qui va plutôt être de l'ordre de « on va aller les voir, ces personnes atteintes de diabète, on va aller les observer, les interviewer et comprendre quelles sont leurs douleurs et leurs difficultés ». Et quel est le grand apprentissage qu'ils font, c'est que ce n'est pas ce qu'il y a dans la fiole qui est important pour autant qu'ils permettent de les soigner, soyons clairs, mais ce qu'il y a, c'est tout ce qu'il y a autour de la prise du traitement. C'est une seringue, c'est une fiole, c'est peu hygiénique, il y a des représentations sociales fortes autour de l'image de la seringue,
c'est très peu confortable, c'est peu agréable, et donc ça suscite énormément d'émotions négatives à chaque prise de traitement. Et donc eux, si vous repensez au processus, quand ils s'inspirent et qu'ils reviennent avec ça comme apprentissage clé, au moment où ils vont idéer, ils ne vont plus être à la recherche de l'insuline la plus pure, ils vont être à la recherche du traitement qui ne génère pas d'émotions négatives chez le patient au moment de la prise, et c'est là qu'ils vont innover et arriver avec ce pen qui permet de prendre une dose d'insuline d'une manière beaucoup plus confortable, hygiénique, et sans être associé à énormément de représentations sociales négatives, et donc un émotionnel bien plus positif pour le patient. Ça, c'est un exemple clair où on a utilisé la créativité et l'idéation pour innover en répondant à un besoin. Je vais enfin clôturer parce que nous sommes convaincus ici qu'il y a moyen d'accompagner les organisations vers l'innovation de différentes manières, l'inspiration, la formation, la co-création, avec à chaque fois un objectif fondamental qui est l'autonomie de chacun pour qu'au sein de sa propre organisation, on puisse mettre des choses en place de manière tout à fait réaliste d'une certaine manière. Donc je vais passer la parole à Isabelle et Adeline qui font partie de gros groupes industriels.